Alors bonjour à tous. On va pouvoir commencer la conférence. Ça va certainement faire venir le monde dans la bulle. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc comme le titre l'indique, on va parler de la filière nucléaire aujourd'hui. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'avoir Olivier Barre avec moi, délégué général du GIFEN. Bonjour Kim, bonjour à tous. Et je vais te laisser tout de suite te présenter, peut-être présenter ce qu'est le GIFEN. Merci Kim. Oui, donc bonjour, le GIFEN, c'est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire. Donc en fait, c'est l'association qui regroupe toutes les entreprises de la filière industrielle nucléaire en France. Vous avez les grandes entreprises publiques que vous connaissez par cœur, EDF, Framatome, Orano, CEA. Et vous avez tout le tissu des fournisseurs de tout rang, donc avec des grandes entreprises, des ETI, des PME, des TPE, dans tout type d'activité qui contribuent de près ou de loin à la finalité qu'on partage, donc, qui est d'utiliser l'énergie nucléaire. Et du coup, est-ce que tu peux tout de suite nous expliquer pourquoi on a voulu faire une conférence aujourd'hui sur la question du nucléaire, où on en est dans le contexte français et international sur ce sujet-là, et pourquoi on parle beaucoup de réengagement dans la filière actuellement? Alors effectivement, on a partagé sur l'idée de faire cette conférence pour partager avec vous le contexte dans lequel se situe la filière aujourd'hui, qui est à un tournant en fait, depuis quelques mois, en train d'opérer une véritable relance, alors que pendant 25 ans, on s'était beaucoup concentré sur l'exploitation des infrastructures qui avaient été construites 25 ans précédemment, où on avait équipé la France avec une cinquantaine de réacteurs de forte puissance, sur un modèle standardisé, très industriel, un grand succès. Toutes les usines qui vont avec, du cycle du combustible à l'amont avec le traitement de l'uranium pour l'amener jusqu'à l'état de combustible, et puis à l'aval, le retraitement, etc., la gestion des déchets. On avait mis en place toute cette infrastructure, et puis pendant 25 ans, on l'a exploitée, sans véritable perspective à l'échelle humaine, je dirais à l'échelle d'une génération. On arrive à un moment où, depuis pas si longtemps que ça, on a réalisé que, contrairement aux prévisions, on aura besoin de plus d'électricité en France. Il y a encore 3-4 ans, on pensait que les efforts d'efficacité énergétique permettraient de réduire le besoin. Il faut dire que quelques décennies de désindustrialisation ont pu laisser penser que c'était une tendance liée à l'efficacité. Pas complètement sûr. Récemment, et je pense que la prise de conscience un peu plastique sur les enjeux climatiques, les enjeux de souveraineté, ont probablement encliqué les choses. Et désormais, il y a une consigne quand même relativement claire de relancer le nucléaire, alors avec plusieurs volets. La priorité, c'est déjà d'utiliser bien ce qu'on a, donc d'exploiter au maximum ce que l'on a, nos réacteurs, nos usines, de manière la plus efficace possible. Le deuxième, c'est ces mêmes installations, c'est de les amener le plus loin possible. C'est comme avec votre voiture, vous l'utilisez efficacement et puis vous faites en sorte d'avoir besoin de la renouveler le plus tard possible. La particularité dans le nucléaire, c'est qu'on fait des révisions régulières et qu'on augmente le niveau de sûreté au fur et à mesure, qu'on remplace à peu près toutes les pièces. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener ces réacteurs le plus loin possible. On atteint aujourd'hui les 40e anniversaires, on prépare les 50e anniversaires. On a en ligne de mire 60 ans de manière très confiante, et on commence à travailler sur des prolongements au-delà de 60 ans. Donc ça, première des choses. Ensuite, vous avez de nouveau la perspective de construire des nouveaux réacteurs. Parce qu'il va falloir compléter, il va falloir renouveler. On a beau les prolonger, à un moment donné, il faudra quand même les renouveler. Et c'est un processus qui est long, et c'est un processus où, en toute humilité, on a vu ces 25 dernières années, dans un environnement de désindustrialisation au passage, qu'on pouvait perdre la main assez rapidement. Et donc l'enjeu, c'est de reconstituer la capacité à construire des réacteurs. Ça, on sait construire des réacteurs, on l'a fait. Mais l'enjeu, c'est de le faire efficacement. Il n'est pas question de rester sur la construction d'un réacteur en 17 ans, comme on a pu le faire à Flamanville, pour plein de raisons. Ça prendrait 2 heures à développer ces raisons. Aujourd'hui, on se projette dans un grand programme industriel de série, avec
projets successifs, identiques, pour pouvoir relancer une machine industrielle capable de construire des réacteurs au rythme de 2 par an en global, on va dire, en capacité industrielle, pour répondre aux besoins français et puis éventuellement à des besoins export. Je rappelle aussi que la filière française nucléaire, c'est une filière qui exporte plusieurs milliards d'euros de technologie par an. Ce que j'appelle technologie, c'est des services. C'est les entreprises qui font de l'ingénierie, qui font des équipements, enfin, etc. Donc voilà ce qui est devant nous. Et puis pour finir le panorama, on regarde aussi encore un peu plus loin ou un peu plus large, avec un foisonnement de projets de développement de nouveaux types de réacteurs, sur un nouveau concept, on va dire. C'est que là où on avait beaucoup misé sur l'effet de taille pour gagner en économie et en densité, l'idée complémentaire, elle est vraiment complémentaire, c'est de miser sur un effet de série accru avec des réacteurs plus petits, plus répartis, plus près de l'endroit où on a besoin d'utiliser l'énergie, plus adaptés à des réseaux moins denses que le réseau français. Le réseau français est parfaitement adapté à des réacteurs de très forte puissance. Mais je vais vous prendre un exemple. J'ai reçu les industriels australiens. Ils doivent remplacer leur centrale à charbon sur un territoire dont vous imaginez que la densité est quand même très faible. Ils ne mettront pas des réacteurs de 1500 MW. S'ils font du nucléaire, ils feront des réacteurs plutôt en centaines de mégawatts. Donc voilà tout le panel qu'on a devant nous, qui suppose une mobilisation énorme, en ressources, en volume, en quantité bien sûr, mais aussi en efficience, en efficacité. Et ce programme, c'est un moteur, c'est l'opportunité de mobiliser toute une filière sur son efficacité collective. Et je vais finir sur un point. Il s'avère qu'avec Kim, on a lancé, BPI a lancé avec nous, pour nous, un accélérateur de PME il y a quelques mois, au mois de juin, qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'accompagnement des entrepreneurs, d'accompagnement des PME, pour qu'elles s'inscrivent dans cette perspective collective, parce que la clé, c'est quand même l'efficience. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. Déjà, il faut maîtriser son process et entrer dans une logique d'excellence, d'amélioration continue et de recherche d'excellence sur son process. Et dans ces cas-là, en général, les marchés viennent. Je vais revenir sur justement les sujets des défis. C'est un sujet intéressant. Je voulais juste avant peut-être revenir un peu en arrière. 2 questions. Donc déjà, tu as parlé d'environnement. Donc ce serait intéressant d'expliquer, de rappeler pourquoi le nucléaire est appelé une énergie décarbonée. Donc simplement peut-être juste rappeler pour les participants pourquoi on parle d'énergie décarbonée. Et ensuite, si tu pouvais nous parler d'autres applications éventuellement en dehors de l'énergie pour le nucléaire. Alors, je me suis beaucoup focalisé effectivement sur l'électricité. On peut parler un petit peu d'autre chose, mais je vais commencer par la première question. C'est très simple. Quand on produit l'électricité avec les procédés nucléaires actuels, on casse des atomes d'uranium. L'uranium, c'est un métal. Donc, quand vous cassez un atome d'uranium, vous ne produisez aucun CO2, aucun autre gaz nocif, comme on peut le faire quand on brûle du gaz ou du charbon ou du pétrole ou de la biomasse dans certaines mesures. Donc c'est ça la raison principale. Par nature même, ça ne produit pas de CO2. Bon, ça produit des produits de fission, ça génère de la radioactivité, donc on gère ça. Mais il n'y a pas de matière qui sorte de la centrale, et en particulier le truc blanc qui sort, là, c'est de l'eau. Et il n'y a pas de CO2. 4 grammes, je crois. Le process complet de nucléaire en France, on a fait l'analyse de cycle de vie, là. CO2, c'est 4 grammes par kilowattheure, et donc c'est ce qui produit le moins de CO2 en fait en termes de cycle. Pour une raison, c'est qu'on a une filière qui est complète, qui est autonome, qui est locale en France. Évidemment, quand vous achetez des équipements qui ont été faits de l'autre côté de la planète avec une usine qui marche au charbon, ça modifie le cycle de vie. Donc le cycle de vie, il est optimisé du fait que l'industrie est elle-même localisée en France. Et c'est attractif pour l'industrie française, pour l'industrie nucléaire, c'est attractif pour les autres industries. C'est-à-dire que toute industrie qui va devoir se décarboner aura intérêt à aller à un endroit où on produit l'électricité de manière décarbonée. Pour ça, il faut aller voir un mix qui a soit de l'hydraulique abondant, soit de l'hydraulique et du nucléaire, pour faire simple. Sur les autres usages. Oui, alors,
Les petits réacteurs là, dont on parle, ils se focalisent non seulement sur le fait de diversifier l'offre de répartition ou de mode de production d'électricité, ils cherchent aussi à faire d'autres, à alimenter d'autres vecteurs énergétiques, en particulier la chaleur. Il y a un énorme potentiel de décarbonation de la chaleur industrielle, chaleur urbaine. Et donc l'idée, c'est de récupérer non pas de la vapeur pour faire tourner une turbine, perdre les 2/3 au passage, mais de récupérer la chaleur plus directement et l'utiliser quand le procédé a besoin de chaleur. Donc voilà un exemple. Deux autres exemples sur lesquels l'industrie nucléaire est très présente et où il y a un potentiel important, c'est tout ce qui est lié au spatial, mais je ne vais pas le développer parce qu'il y a eu une conférence sur le sujet. Je crois que Framatome est intervenu et c'est très bien. Le médical, moi j'aime dire le nucléaire guérit en fait. Enfin, il y a un boom de l'activité liée aux soins par isotope alpha. C'est-à-dire que le traitement des cancers par injection d'isotope alpha. Un isotope alpha, c'est un isotope, c'est un atome activé qui a une forte activité mais une très faible durée de vie. Donc l'intérêt, quand on arrive à amener cette particule au plus près de la tumeur, c'est qu'on peut l'attaquer de manière ciblée, intense, rapide, mais quand vous sortez de l'hôpital, vous ne prenez plus de rayonnement, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est en train de faire un boom énorme. Et donc la filière est aussi mobilisée là-dessus. Donc grosse montée en charge sur la question d'électrification, grosse montée en charge sur le médical aussi, sur certaines autres applications dont tu as parlé. Et du coup, est-ce que maintenant tu peux nous expliquer un peu les défis que rencontre la filière pour arriver justement à faire cette montée? Le défi, c'est de relancer une machine industrielle. Donc ça veut dire il faut du monde, évidemment. Il faut du monde. Pour ça, il faut qu'il y ait du monde qui vienne vers l'industrie. Je sais que ce n'est pas forcément sexy et que depuis 30 ans, on avait plutôt tendance à se dire l'industrie, c'est fait pour les pays loin. Bon, j'ai quand même l'impression que comme pour la perception du nucléaire, du besoin du nucléaire dans l'énergie, la perception qu'il va quand même falloir qu'on produise chez nous a aussi beaucoup progressé. Donc d'abord, on a besoin de gens qui viennent vers l'industrie et donc vers le nucléaire, sur des métiers très variés, mais qui finalement sont assez banals. Enfin, c'est des métiers de l'industrie. Voilà. Il y a très peu de métiers qui sont très spécifiques au nucléaire. Donc déjà, plein de monde vers l'industrie. Deuxièmement, et je pense que c'est aussi un sujet qu'on partage avec les autres industries, on a un enjeu d'efficience, on a un enjeu de productivité. Et pas de productivité au sens où il faut pédaler plus vite, de productivité au sens où on doit être organisé de manière efficace, efficiente. Et ça peut venir qu'en faisant les projets. Enfin, ça c'est le principe industriel de je fais, je refais, je corrige, j'améliore. Et c'est ça l'enjeu en fait. À un moment où, comment dire, il y a un enjeu d'amorçage de pompe. C'est-à-dire que pour lancer le programme, il faut se mobiliser, mais pour se mobiliser, il faut aussi que le programme soit vraiment lancé et que les entreprises aient des perspectives. Et justement, par rapport à ça, tu parlais dernièrement, on en parlait ensemble de la question du financement et de savoir comment permettre à tous ces acteurs de se mettre en marche vis-à-vis de cette filière. Est-ce que tu aurais peut-être des exemples un peu de dispositifs qui existent? Et ce serait intéressant aussi que tu me parles peut-être de match aussi de ce programme que vous mettez en place dans le cadre du GIFEN et les axes que vous adressez. Je vais commencer par ça. Dans le cadre du GIFEN, on s'est doté d'un outil qu'on a appelé le programme Match. Match parce qu'on aime bien les jeux de mots, c'est pour que les perspectives de plan de charge et les ressources correspondent, voilà, pour que ça matche. C'était ça l'idée. Le schéma, c'est de récupérer les plans de charge des différents porteurs de grands projets et donc d'avoir un plan de charge consolidé, ce qui au passage oblige à jouer collectif. Donc ça, c'est intéressant. Et sur la base de ce plan de charge, que l'on structure en 20 segments d'activité. Le nucléaire, finalement, c'est des segments d'activité assez classiques, globalement. Vous allez retrouver du génie civil, de l'ingénierie, de la fabrication de pompes, de moteurs, avec quelques trucs un peu spécifiques sur le process nucléaire ou sur la turbine.
mais en gros, c'est une vingtaine de segments d'activité, d'entreprises, enfin de professions. Et on demande aux exploitants, aux porteurs de projets, de structurer leur plan de charge selon ces segments. Et ensuite, on fait travailler les entreprises de ces segments sur les modèles de charge, c'est-à-dire sur la traduction de cette prévision de chiffre d'affaires en caractérisation de métiers et de volume par métier, dans le temps et sur 10 ans. Et ça nous a permis d'identifier les métiers un peu sous tension, à quel moment ça intervient, etc. Et ça permet d'alimenter des travaux en lien avec l'éducation nationale sur les formations, où est-ce qu'on va avoir besoin de monde, sur l'attractivité, les recrutements, où est-ce qu'on doit recruter, etc. Mais aussi sur des travaux entre entreprises d'un même segment pour chercher à être aussi plus efficaces. Tu as d'exemples de métiers justement dont tu parles? Ah ben, des métiers comme, on parle tout le temps des soudeurs, on a besoin de soudeurs, on a besoin de bobiniers, on a besoin voilà, de métiers qui ne sont pas si spécifiques que ça au nucléaire et qui sont nécessaires pour d'autres secteurs d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose ça, qui est important et qui n'est pas forcément intégré à l'extérieur de la filière, c'est que c'est une filière où il y a des métiers très traditionnels également, avec évidemment une montée en compétences nécessaires sur les spécificités du nucléaire, mais on reste quand même sur une chaîne de valeur qui est assez standard. Oui, et sur une industrie qui est très répartie dans le territoire. C'est-à-dire qu'on pense toujours aux grandes centrales nucléaires, aux grandes usines d'Orano. Mais en fait, il y a plein d'entreprises. On en parlait tout à l'heure, je vais passer la parole à Benoît, mais on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur les quelques dizaines de millions d'euros, quelques centaines de personnes, qui sont réparties dans le territoire, dans les bassins de vie, et qui sont des industries classiques, j'ai envie de dire. Sur le point financement, voilà un peu vite. Donc, qui dit croissance dit besoin de financement, à deux égards. Un, évidemment, il faut du BFR. Deux, il faut investir. Donc, on travaille avec les entreprises, on les aide ensemble. En fait, l'accélérateur, c'est ça, hein, c'est aider les entreprises à construire leur projet et à s'aider à construire un projet. Évidemment, au bout, il va y avoir des besoins d'investissement, des besoins financiers. Et donc, on cherche aussi, au-delà de les aider à caractériser leurs besoins, mais à les mettre en relation avec les acteurs financiers. Donc il y a des outils publics et puis il y a des privés qui se manifestent de plus en plus d'ailleurs, qui s'intéressent au secteur et qui cherchent à savoir comment investir. Sur le plan public, on a mis en place il y a quelques années un fonds dédié au nucléaire dont Benoît Desforges, qui est ici, s'occupe, et donc j'aimerais bien qu'il nous dise en quelques mots ce qu'il fait. Merci Olivier. Donc, bonjour à tous, Benoît Desforges. Donc, je m'occupe du fonds France Nucléaire qui a été monté fin 2021, souscrit par EDF et par l'État. Et c'est un fonds de private equity donc, qui prend des participations au capital des entreprises. D'entreprises qui font partie de ce que tu viens de décrire, Olivier, c'est-à-dire des PME, ETI qui disposent d'un savoir-faire spécifique qui s'intègrent dans la chaîne de valeur du nucléaire et puis qui font face à ces enjeux de remontée en capacité, en compétences, parfois enjeux de financement associés, et qui cherchent donc à s'inscrire dans la durée, dans ces enjeux de filière. Donc il y a plusieurs dispositifs. Nous, on fait ça comme nos confrères, c'est-à-dire qu'on est, investisseurs, d'ailleurs régulièrement avec BPI France, et on a cet intérêt de pouvoir partager avec un éclairage qui vient des grands donneurs d'ordre de la filière et de l'ensemble des parties prenantes, dont le GIFN évidemment fait partie, sur les enjeux dans chacun des segments dans lesquels les entreprises en question opèrent. Voilà, donc on est souvent minoritaire dans les boîtes, mais avec la volonté de pouvoir donner des clés de lecture et un accompagnement sur les enjeux stratégiques des entreprises en question pour s'insérer dans les enjeux de filière. J'ai répondu à ta question? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, je rebondis sur ce sujet du financement parce que donc moi j'étais un béotien de la filière avant justement de travailler sur ce programme-là. Et ça a été une surprise pour moi de voir qu'au final, des entreprises qui étaient très présentes dans la filière, actuellement, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, la question que j'aurais à te poser, Olivier, c'est justement quel conseil tu pourrais donner à ces entreprises qui sont donc sur des filières très industrielles? Quel conseil tu pourrais leur donner pour réussir à s'insérer dans cette filière, à découvrir un petit peu justement les spécificités?
et comment se rapprocher de toi aussi peut-être. Alors, premier conseil, mais c'est le conseil aussi qu'on donne aux entreprises qui sont dans la filière et qui cherchent à trouver leur place dans cette relance, parce que finalement, le jeu évolue pour tout le monde, hein, y compris pour ceux qui... Pendant 25 ans, les choses étaient relativement stables. Là, aujourd'hui, le jeu évolue et donc tout le monde se projette. Le premier conseil, c'est de comprendre les grands enjeux de la filière. J'ai parlé d'efficience, c'est majeur. C'est-à-dire apporter, contribuer à l'efficacité collective pour être capable de construire vite et bien, de faire vite et bien de manière générale, c'est-à-dire apporter des garanties de qualité, de sécurité, de conformité, du sérieux, quoi, de la maîtrise de son process, de l'amélioration, et s'insérer dans un collectif pour pouvoir lui faire gagner de l'efficience et du temps. Derrière, vous créez de la valeur pour le collectif, vous avez le droit d'en réclamer un bout et tout le monde sera d'accord pour le partager si vous contribuez à en créer. Voilà. C'est un peu bateau, mais c'est vraiment absolument fondamental. Je ne pense pas qu'on soit dans le rocket science de l'invention du siècle. Et donc c'est plus accessible que ça, je pense, de contribuer à un grand programme qui finalement est un des moteurs de la réindustrialisation du pays. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que c'est un moment où on peut commencer à avoir des échanges avec vous. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser? Profitez du fait qu'on ait Olivier Barthes qui est ici. Donc on a le micro, allez-y, je vous en prie. Ouais, en fait, j'ai une question. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste du nucléaire. Par contre, moi, je m'interroge sur ce que vous dites sur l'aspect transition énergétique et la réindustrialisation du nucléaire. Quelle est l'approche de la mobilité dans les processus d'exportabilité des réacteurs nucléaires qui sont sont prévus dans les futures industrialisations de la filière industrielle en France? En gros, comment vous allez faire pour exporter et accélérer le cycle de fabrication des réacteurs pour des pays qui, pour le moment, sont dépourvus d'énergie nucléaire? Voilà. Alors, ça me donne l'occasion de dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont un programme nucléaire. Ça aussi, ça s'accélère. Il y a de plus en plus de pays qui sont intéressés. Et il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont une filière complète pour les aider, soit pour leur livrer des réacteurs, soit pour les aider à construire eux-mêmes leur tissu industriel et leur programme. Un programme nucléaire, c'est quelque chose de très régalien. Enfin, ça appartient à chaque pays. Et donc, il y a une approche par pays. C'est très important qu'il y ait un soutien, qu'il y ait une volonté politique et que l'industrie se mobilise en réponse à une volonté politique. L'accompagnement de pays, on l'a fait. On l'a fait à plusieurs endroits, très largement dans la suite de la dynamique de la construction des infrastructures actuelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on est en train de se mobiliser sur notre propre relance. On est déjà présent, la filière française, elle est déjà présente à l'étranger. Alors soit pour réaliser des réacteurs complets, c'est le cas en Grande-Bretagne, soit pour participer à des programmes aux différents niveaux d'une supply chain. La moitié des entreprises de la filière exportent. Et elles font à peu près 20% de leur chiffre d'affaires à l'export. Donc elles sont déjà présentes sur le marché international. Après, si on vient sur des pays qui n'ont pas encore de nucléaire aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment deux types de pays. Il y a les pays qui ont une industrie, puis les autres, quoi. Quand on a une industrie, je vais appeler ça la Pologne, par exemple. Vous voyez, je prends un exemple. La Pologne n'a pas de nucléaire, mais a une profonde culture industrielle. Elle doit être capable, moyennant accompagnement, de développer une industrie nucléaire, parce que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 95% c'est de l'industrie avant tout. Après, un pays qui n'est pas encore industrialisé et qui n'a pas forcément le tissu, bah, ça viendra un peu après. Enfin, mais c'est peut-être justement pour ça qu'il faut que les pays les plus développés, les plus industriels, fassent leur part du boulot, j'ai envie de dire. Parce qu'à la fin, l'enjeu
j'ai dit que le programme était national, mais l'enjeu et l'effet, lui, il est partagé. C'est un enjeu de décarbonation. Ça, il n'y a pas de frontières. Merci. Merci. Dans quelle mesure l'approvisionnement en uranium peut-il être un problème dans le contexte? Excusez-moi, j'entends pas. On a la musique d'un coup, je ne sais pas ce Ouais. qui... Pardon. Oui. Ouais. Dans quelle mesure l'approvisionnement en uranium, dans le contexte géopolitique actuel, peut être un goulet d'étranglement ou un frein au développement du nucléaire? Alors, c'est évidemment un point d'attention. En la présence d'Orano, en plus, je me garderais bien de faire trop de commentaires. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est sans commune mesure avec une dépendance au gaz ou au pétrole, de manière simple. C'est-à-dire que le nucléaire, l'uranium, c'est une énergie extrêmement concentrée. Ça veut dire qu'on peut faire des stocks. On peut faire des stocks en années. Bon, ça veut dire que quand il y a un soubresaut géopolitique, on va dire ça comme ça, on a beaucoup plus de temps pour laisser les choses se développer qu'avec du gaz ou du pétrole. Une crise, on l'a bien vu en Ukraine, sur le gaz, c'est quasi instantané, quoi. En quelques semaines, quelques mois, le sujet des stocks arrive. En uranium, on a des stocks pour des années. Je ne vous parle pas en plus de notre maîtrise du retraitement, qui fait qu'on pourrait réutiliser les combustibles usés pour encore étendre notre autonomie. Ça répond en grande partie à la question. Il reste que on a une chance, c'est que l'uranium est relativement bien réparti. En ce moment, il y a des difficultés au Niger. Bon, ok, on achète de l'uranium en Australie, au Canada, etc., quoi. Donc c'est pas concentré sur des pays géopolitiquement les plus sensibles. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. Bonjour. Dans quelle mesure vous prenez en compte le dérèglement climatique dans les enjeux de la relance de la filière? Alors, c'est pris en compte à la fois sur les nouveaux réacteurs et sur le prolongement des réacteurs actuels. D'ailleurs, c'est probablement le sujet, je dirais le premier sujet sur le prolongement des réacteurs à très long terme. Donc évidemment, quand on conçoit un réacteur, on se projette sur sa durée de vie. Durée de vie à la conception, c'est 60 ans. Et donc, on prend comme hypothèse la situation dans laquelle on pourrait être et sans forcément faire le pari qu'on sera dans la meilleure situation, ce qui est paradoxal parce qu'en fait, on agit pour pas être dans la pire des situations, mais on va quand même prévoir de manière raisonnable. Donc ça, c'est vrai en évolution sur l'eau, sur la température, les grands froids, les grands chauds. Enfin, vous pouvez imaginer toutes les agressions externes qu'il peut y avoir sur un réacteur. C'est étudié dans cette perspective-là, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. On peut encore en prendre une dernière, si vous le voulez. Bonjour, merci. Dans quelle mesure dans la mesure où il y a de moins en moins d'industries, de tissus industriels en France capables de gérer cette demande qui va s'accroître, dans quelle mesure vous prévoyez éventuellement d'en créer des nouveaux, de créer de nouvelles structures qui vont être capables industriellement de suivre? Alors, je vais freiner vos ardeurs un tout petit peu et en même temps être encourageant. C'est-à-dire que quasiment toutes les entreprises qui sont dans la filière nucléaire ne travaillent pas que pour le nucléaire. Elles travaillent partiellement pour le nucléaire et aussi pour d'autres filières, l'aéronautique, la défense, l'automobile, la santé, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un gros sujet de capacité industrielle, on a surtout un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'efficacité, modernisation, qui est variable évidemment en fonction des entreprises. On a un sujet d'attractivité au sens où il faut que les entreprises aient envie de travailler pour le nucléaire et ça, en toute humilité, il faut qu'on travaille sur la pertinence de nos spécificités. Est-ce que c'est aussi facile de travailler dans le nucléaire que dans l'aéronautique? Voilà, quand une boîte bosse dans les deux et nous dit mais c'est quand même plus facile quand on est dans l'aéronautique, il faut qu'on travaille sur cet aspect-là. Voilà. Une fois que j'ai posé ça, il y a aussi des nouveaux entrants, il y a aussi de l'attention, de la curiosité pour ce que des acteurs dans différents domaines peuvent apporter. Vous êtes dans quel domaine, vous? L'informatique? Alors là,
il va bien falloir outiller toutes ces boîtes qui vont se moderniser. Donc à un moment donné, il va bien falloir les aider avec de l'informatique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de place. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Merci beaucoup. En plus, ça on tombe pile bien. sur le bip, c'est incroyable. Merci. Donc merci beaucoup Olivier, Merci, merci Clément. de nous avoir fait l'amitié de venir et merci à tous. On va laisser la place à la prochaine conférence. On va se mettre à l'extérieur aussi pour respirer. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Olivier ou n'hésitez pas à venir nous interviewer. Au revoir.